Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse. Mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Le Parcours. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte Théo. Bonjour à toutes et à tous. Et on a un invité spécial aujourd'hui, on a la présence de Mathieu Leto-Duclos. Salut l'équipe. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de l'UFC 295 et plus particulièrement du combat Benoît Saint-Denis face à Matt Frevola. Et du coup, on a invité Mathieu aujourd'hui parce qu'il s'est entraîné avec Benoît notamment à Bayonne et avec Daniel, enfin toute l'équipe de Daniel Waran. Et du coup, il pourra nous parler plus précisément de comment s'est passé le camp d'entraînement, etc. et de Benoît. Donc, tout d'abord, j'aimerais présenter Benoît Saint-Denis et Matt Frevola. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Benoît Saint-Denis, c'est un combattant français, bien évidemment. Il a 27 ans. Il est gaucher également, c'est très important. On va revenir après par rapport à ça dans le podcast. Il est en 12 victoires pour une seule défaite. Et ancien agent des forces spéciales, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Mathieu, ou si vous avez des choses à rajouter par rapport à la présentation de Benoît. Là, ça m'a l'air plutôt complet, là. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Ouais, puis maintenant, il n'y a plus trop besoin de le présenter, je pense. Ouais, c'est clair. Son nom, il commence à être connu, là, mais c'est bien. Pendant longtemps, il a été inconnu, et là, il commence tranquillement à monter en puissance en France. Ça fait plaisir. C'est clair. Donc, maintenant, je vais présenter Matt Frevola. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a 33 ans. Il est 14e de la catégorie des poids légers. Donc, forcément, suite à ce combat, Benoît entrera sûrement dans le top 15. Il est droitier et c'est un ancien ou actuel, je crois, lieutenant dans la réserve américaine. Donc, opposition en termes de garde et également, enfin, pas vraiment en termes de style parce qu'ils ont un style assez similaire. Donc, il est en 11 victoires pour 3 défaites et sur une série de 3 victoires par KO face à Genaro Valdez, Othman Azataïr et Drew Dober. Exactement. Ouais. Donc, il a aussi perdu ces 3 défaites. J'ai noté que c'était face à Paulo Reyes en 2018, donc ça fait un moment déjà. Il a perdu contre Arman Saroukian, donc 8e de la catégorie, gros prospect il a fait un bon combat. De la division. Ouais, il avait fait un gros combat. Et il a perdu face à Terence McKinney, je crois, l'un des KO les plus rapides de l'histoire de l'UFC en 7 secondes. C'est ça, ouais, en moins de 10 secondes. Ouais. Donc, tout d'abord, j'aimerais que Mathieu, que tu nous parles de Benoît et comment s'est passé ce camp avec lui. Le camp, il s'est passé nickel, hein, comme d'habitude. En fait, Benoît, il est parti à Bayonne pour être bien entouré, puisque là-bas, il a toute son équipe, tout son staff, tout ce qui est, on va dire, kiné, préparateur physique, aussi entraîneur spécialisé, vu que les bases de son sol, il les a apprises à Bayonne. Et du coup, ça fait du bien de revenir aux sources pour ça. Donc, comme d'habitude, il est arrivé très entouré. Nous, on est arrivé avec Daniel aussi plutôt assez tôt dans le camp. C'était pas non plus un camp qui a été fait à l'arrache, c'est un camp qui a été quand même bien réalisé. Du coup, il est en forme. Il a pu parfaire toutes ses techniques. Et il est très affûté. Ça marche. Vas-y. Et c'est la première fois qu'il va affronter un top 15, donc il est... J'ai cru que tu allais dire que c'est la première fois qu'il va affronter un roux. Non, il faut le prendre en compte. Hein. Faut le prendre en compte, ça peut déstabiliser. Non, c'est la première fois qu'il va affronter un top 15. Du coup, on sait qu'on l'a souvent entendu dire que c'était l'objectif, un des objectifs avant les objectifs suivants. Est-ce que dans la préparation, tu as senti qu'il y a quelque chose qui avait changé par rapport à cet adversaire qui... Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est Daniel, on a la chance d'avoir un coach qui a énormément d'expérience sur ça, qui a des très bons retours sur ça, qui nous dit tout le temps, en fait, concentrez-vous sur vous-même, sur vos armes. Peut-être qu'il y aura des armes qu'on va utiliser plus que d'habitude sur certains profils de combattants, mais c'est vraiment, il faut s'entraîner comme on s'entraîne d'habitude. Ça veut dire que ce soit un combat, que ce soit le premier combat pro de Benoît ou son combat contre le top 15 ou même peut-être dans le futur contre le champion de la KT, l'entraînement sera toujours le même en fait. Ce sera toujours les mêmes
les mêmes entraînements, toujours les mêmes techniques. C'est juste que Benoît, on ciblera quelques armes en particulier qui travaillera un petit peu plus, mais sinon, il y a rien qui change. C'est toujours le même protocole. Okay. Et c'est quoi une journée typique, par exemple, lors d'un camp, comme vous avez pu faire à Bayonne? Ok, c'était plus ou moins tous les jours la même chose, plus ou moins. Ça change un petit peu, mais bon, pas non plus passer sur tous les détails. En général, on se levait autour de 8 heures, on allait à l'entraînement autour de 10 heures. Ensuite, on allait manger ensemble. Tout le monde récupérait un petit peu, parce que bon, c'est compliqué d'enchaîner deux entraînements, donc tout le monde se reposait un petit peu en début d'après-midi. Et en général, il y avait une deuxième session qui avait lieu plus vers la fin d'après-midi, autour de 19 heures. Souvent plus du technique que du physique. Comme ça, ça te permettait d'avoir pas mal de volume d'entraînement sans non plus surcharger la machine, puisque c'est important à prendre en compte aussi. Nous, on est des athlètes naturels, on n'est pas des Eliseo dos Santos, donc on ne peut pas s'entraîner 30 fois par jour sans être défoncé. C'est clair. Du coup, il y avait ça à prendre en compte. Donc, juste 2 entraînements par jour au grand maximum, avec un entraînement dur et un entraînement pas facile, mais un entraînement beaucoup moins intensif dans la journée. Et comment tu as trouvé Benoît sur ce camp? Benoît, il est toujours, peu importe les camps, hein. De toute façon, tu peux même le mettre dans un camp dégueulasse, en fait, il va quand même être à fond. Tu vois, tu te souviens quand il avait le pied complètement éclaté, son pied, on se souvient, c'était une saucisse, il était tout rouge, on aurait dit qu'il allait exploser. Pourtant, il s'entraînait quand même très durement, il arrivait au combat, c'était invisible, on n'a même pas l'impression qu'il était blessé. Donc là, pareil, il était en forme, tout s'est très bien passé, il a pu aiguiser les armes qu'il voulait. Donc voilà, hein, que du bon. Après, bien sûr, il y a toujours à prendre en compte le fait que il n'a pas eu tellement de temps de préparation entre les deux combats, puisque entre septembre et novembre, si on compte le petit repos qu'il y a eu après septembre, ça laisse pas beaucoup de temps off, pas beaucoup de temps pour recharger la batterie. Donc voilà, ça fait 2 camps rapprochés. Après ça, il aura bien mérité ses fêtes de fin d'année de se poser un petit peu, je crois. C'est clair. Ouais, on l'a pas précisé, mais Benoît, il enchaîne les combats en ce moment. Toi, j'ai même vu Mathieu que tu avais mis un petit post, une petite story sur Insta. Je sais plus c'est le combienième combat de Benoît cette année. Franchement, il enchaîne, respect à lui. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ouais, c'est clair. Je l'ai pas dit, mais Benoît, il est sur 4 victoires d'affilée, 2 par soumission et 2 par TKO. Que des finishes sur ses 12 combats. Donc un monstre. Et également, il a 9 victoires par soumission. Donc c'est une très grosse arme qu'il ne faudra pas négliger sur ce combat. Il a une défaite face à Eliseo dos Santos. Donc Mathieu qui nous en parle. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une défaite? Voilà. Non, c'est vrai. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce qui s'est passé face à Eliseo dos Santos? Ça va, les gens ils commencent à comprendre le truc. C'est qu'en fait, Benoît, il avait combattu. Pour accéder à l'UFC, c'est très compliqué. Et souvent, quand tu rentres comme ça à l'UFC, c'est souvent sur des combats de merde un peu, ou bien via le Dynamite Contenders, où pareil, là, c'est assez relevé. C'est très rare d'arriver à l'UFC et qu'on te mette des cadeaux, des mecs pas trop forts. C'est déjà arrivé, hein, même sur certains Français. Donc là, Benoît, il n'a pas échappé à ça. Benoît, il combattait en 70 kilos, il s'est retrouvé à affronter un mec qui combattait lui en 77, donc il était une catégorie au-dessus. Et en plus, le mec a été testé positif à l'ostarine, donc qui est vraiment un produit dopant extrêmement puissant. En fait, c'est comme s'il avait combattu contre un 84, voire un début de 93. Donc c'est vraiment énorme en termes de gains. Et malgré tout ça, il a fait une guerre. L'autre, il n'a pas réussi à le finir. Et Benoît, il a pris le premier round et il aurait pu prendre le troisième aussi. C'était discutable. Donc un combat serré, même s'il a pris la foudre au deuxième, il a pris vraiment beaucoup de dégâts dans le deuxième. C'est ce qui a marqué les juges et beaucoup de personnes. Et c'était un combat très très violent, très très violent, mais qui a été qui aujourd'hui, je pense que ça a contribué à forger Benoît. C'est clair. Et ce qui est fort et ce qui montre la détermination et l'ascension de Benoît, c'est que ce combat dont on parle, c'était il y a un peu plus d'un an. Et un peu plus d'un an, donc comme tu l'as dit, l'UFC l'a envoyé un peu à l'abattoir contre quelqu'un, voilà, juste parce qu'il fallait combler la carte. C'est ça, il faut savoir que vous parliez de top 15, mais Eliseo, il avait été dans le top 15, donc vous imaginez, vous affrontez un ancien top 15 qui en réalité était encore dans le top 15 puisqu'il avait été volé dans ses derniers combats. Il avait été volé dans son dernier combat contre Mousseim Salikov, il avait gagné son combat, il s'est fait voler pour X raisons qu'on ne connaît pas. Et en fait, donc Benoît, il avait déjà affronté un top 15 chargé de la catégorie au-dessus. Donc voilà. Il a déjà été battle tested, on va dire, Benoît, et il a tenu, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, Eliseo, il a battu Sean Strickland, qui est là champion des 84 kilos. Donc pour vous dire la différence de gabarit.
Et en plus, 2 ans après ce premier combat, du coup, Benoît il revient et là il va être le 4e combat de l'UFC à New York, quoi, le 4e combat le plus important de la carte parce qu'il est 2e combat de la carte principale. Il devait être premier combat de la main card, mais il est passé 2e. Donc ça montre. Je ne sais même pas ça, je pensais qu'il était en premier. C'est qui les premiers? Ça devait être Benoît et là c'est plus lui et je sais plus qui c'est, mais c'est plus lui, il est passé 2e du coup. Et donc, ouais, ça va être le 4e combat d'une carte qui est ultra importante pour l'UFC. Hein. Tu me l'apprends. Je vais regarder rapidement. Bah, c'est Diego Lopez contre Pat Sabatini. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Qui est balèze. Diego Lopez, il est balèze aussi. On n'en a pas parlé de cette carte, mais c'est l'une des plus importantes de cette année. Il devait y avoir John Jones face à Miocic. Finalement, le combat ne s'est pas fait. John Jones s'est déchiré, je crois, le tendon du pec ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça a été remplacé. Du coup, là, ce sera Pavlovich face à Thomas Pinal. Et en main event, du coup, Alex Pereira face à Jiri Prochazka, du coup. Ouais, donc c'est... Il y a pas mal de bons combats. Ouais, très très grosse carte. Mathieu, maintenant, j'aimerais avoir plutôt ton avis sur ce combat et sur Matt Frevola, du coup. Matt Frevola, comment on le voit, nous? On le voit comme un mec assez dangereux en moyenne distance. Hein. On sait que Benoît, il a tendance, on va dire, à s'enflammer un petit peu dans le combat parfois, à rentrer avec le menton haut. On sait que s'il fait ça sur ce genre de combattant, ce genre de profil, c'est extrêmement dangereux. Il a fait ça sur Thiago à l'UFC Paris et ça, il a pris les contres. Si jamais il l'avait pris par Frevola, il aurait peut-être pu prendre beaucoup plus de dégâts. Donc il a vraiment travaillé sur ça, sur vraiment rester discipliné et ne pas partir à la bagarre, puisqu'en fait Benoît, quand il part pas à la bagarre, il est vraiment très technique. Hein. Debout, on l'a pu voir contre Bonfim. Il est très bien, il est rentré en lutte seulement quand c'était nécessaire. C'était pas de la bagarre. Donc il sait être technique, il sait être discipliné. S'il fait ça, s'il arrive à rester dans ce jeu de discipline et vraiment à frustrer Matt, ça va être très très compliqué pour lui, parce que la lutte de Benoît, elle est très puissante. Le sol de Benoît, il est encore plus fort. En fait, Benoît, en termes de lutte, il faut le voir aussi fort que Tsarukyan. Et en termes de sol, il a pas du tout le même sol de Tsarukyan. Il a vraiment un sol de finisher. Et ça peut vraiment poser problème à Matt, puisque Matt contre Tsarukyan, il était resté sur son dos une bonne partie du combat, quoi. C'est clair, ouais. Donc à voir comment ça peut se passer, mais en tout cas Benoît, il a toutes les armes, que ce soit pour le taper debout ou le taper au sol. Ouais, moi j'ai revu le combat face à Tsarukyan. Tsarukyan, il l'a amené énormément de fois au sol, même si Matt Frevola réussissait à se relever. Mais là, du coup, pour toi, si Benoît l'amène au sol, il y a possibilité qu'il y ait une finition, quoi. Ouais, parce qu'il fait quand même des erreurs au sol. Contre Tsarukyan, il fait des erreurs, mais Tsarukyan, c'est pas un finisher. Tu verras, il a très peu de gens. Ouais. Il fait exactement beaucoup de contrôle, il met un peu de frappe. C'est un peu des combats, on va pas se mentir, des combats un peu de merde quand il amène les mecs au sol. S'il gagne, hein, c'est de la performance, mais c'est pas des combats qui sont spectaculaires. Benoît, par contre, il finit. Donc si jamais Matt, si jamais Frevola, il fait des erreurs, ça va être beaucoup plus dangereux qu'avec Tsarukyan. Et Benoît, en général, quand tu lui laisses une petite fenêtre, il arrive à faire des trucs, il arrive à te faire mal, quoi. Donc c'est quasiment certain que si jamais il tombe au sol, il arrive dans une soumission. C'est clair. Comment tu jugerais Matt Frevola comparé aux anciens adversaires de Benoît, que ce soit Ismael Bonfim ou Thiago Moises, par exemple? Comment dire, Thiago, il était plus complet que Matt déjà. Il avait un meilleur sol que lui sur le dos. Il avait une lutte qui, je dirais, similaire, voire peut-être légèrement inférieure pour Matt. Je pense que Thiago, il est un petit peu supérieur à Matt en termes de lutte. En striking, il était plus complet, Thiago. Mais il était moins dangereux en anglais, il tapait moins dur. Ouais, donc, c'est des profils qui sont plus ou moins aussi dangereux l'un que l'autre. Mais en fait, Frevola tape plus dur, mais il est un peu moins complet. En gros, si ça peut résumer le truc. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il a aussi des gros défauts, Frevola, en striking. Et ça ne m'étonnerait pas que Benoît puisse profiter de ça et bien toucher dur. Et ensuite le finir au sol une fois qu'il est sonné ou qu'il est rouleau compressé, comme on dit. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, ça. Moi, j'ai noté justement en plus que Matt Frevola, il avait un manque de précision à certains moments. Certes, il arrive à connecter ses adversaires, mais parfois j'ai l'impression qu'il envoie énormément de coups inutiles. Enfin, je ne vais pas dire inutiles, mais inutile, un petit peu Bonfim. Ouais, et justement, en plus, comparé à Bonfim, lui, il envoie des coups de pied retournés, des choses comme ça, Frevola, et qui ne touchent pas forcément. J'ai plus l'impression que c'est pour le folklore. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. De toute façon, je pense pas qu'on l'a vu KO'ter quelqu'un sur un kick ou sur un coup bizarre comme ça. Non. Ouais.
Par contre, c'est vrai il envoie toute sa vie quand il frappe. Donc, Ouais. faut pas se prendre une patate de Frévola quand il est en mode panique et qu'il t'envoie un énorme crochet, Ah, puisque ça c'est fait mal. clair. Mm. Mais par contre, c'est vrai qu'il souffre beaucoup et que quand on souffre beaucoup, qu'on s'engage beaucoup, on tombe facilement. Donc, c'est Mhm. encore une fois un défaut qu'on peut potentiellement exploiter. Et Benoît, il est très fort à ça. Il l'a fait contre Bonfim, donc il pourra certainement le refaire contre Frévola, qui est un petit peu moins dangereux, un petit peu Hmm. moins technique en anglaise. Mhm. Mais Ouais. pour moi aussi, et pour moi, comme tu disais, comme on le disait tout à l'heure, Benoît, et même il est meilleur que lui, même si au classement il est derrière, pour moi il est bien meilleur que lui. Il faut pas qu'il rentre dans le. Même s'il adore ça, et on va sûrement encore entendre Daniel dire arrête de te bagarrer, Benoît, Mhm. mais s'il rentre, s'il maîtrise son combat et qu'il se fait pas toucher, pour moi, comme tu disais, en le fatiguant, il est bien meilleur que lui et je le vois bien le finir au sol ou le finir voilà bien après l'avoir bien touché, le finir en TKO dans la fin du deuxième ou au début du Je pense troisième. que tout le monde le voit finir comme ça. Bon, maintenant, ça reste un Ouais, combat. Jamais gagné, comme je dis toujours. ouais, c'est C'est sûr. jamais garantir la victoire, mais en tout cas, il a tous les instruments pour gagner maintenant. Mhm. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait un gros sparring face à Benoît, toi, Mathieu? Mais, c'est même mon sparring préféré. À un moment, Ok. en fait, on était qu'à 3, on était à 3 dans la salle. Et pendant Ouais. longtemps, avec Daniel, on était qu'à 3 dans la salle. Il y avait Benoît, donc Benoît Saint-Denis, Juric Montagnac et moi. Et on s'entraînait en fait tout le temps à 3. C'est Mhm. la période où on était vraiment ultra actifs et on s'entraînait tout le temps ensemble. Tous les sparring, c'était à 3. Donc c'était une période très compliquée en termes d'entraînement. Les entraînements étaient durs. Par contre, on a beaucoup progressé sur cette période. Mhm. Ça marche. Maintenant, j'aimerais passer au pronostic. Toi, je sais pas, Mathieu, si tu as un pronostic, comment tu vois le combat se dérouler? Déjà, je vois une finition de Benoît. Je vois Benoît Ok, finir Prévola assez rapidement. J'aurais dit au premier ou au deuxième. Moi, je verrais vraiment le premier, fin du premier. ok. Et En fait, il fait beaucoup d'erreurs, Prévola, comparé à Moïse. comment tu vois le combat se dérouler? Plus des amenés au sol ou plus un combat qui se déroulerait debout? Honnêtement, je vois exactement la même chose que contre Bonfim, hein. Je Ok. vois Benoît mettre la pression, cogner sur Prévola, que ce soit avec les kicks, que ce soit avec l'anglaise, que ce soit avec toutes ses armes. Et Mhm. dès que Prévola il se frustre un peu trop, qu'il veut trop rentrer à la bagarre, je vois Benoît l'amener au sol et le terminer. Mhm. En plus, par rapport au combat contre Bonfim, je crois que Bonfim c'était un droitier et Benoît c'est un gaucher. Et là, du coup, ce sera la même chose. Je veux dire que Même chose. ouais, Benoît il aura des ouvertures sur les kicks parce qu'il faut savoir que bah, quand il y a deux personnes qui ont des gardes opposées, il y a une grosse ouverture par rapport au kick. Et on a notamment vu contre Ismaël Bonfim qui a mis énormément de middle kick. Est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose sur lequel il va jouer, le fait qu'ils soient pas dans la même garde les deux? De toute façon, c'est devenu une de ses armes, les kicks de Benoît, tout le monde l'a vu, Ouais. hein. De toute façon, déjà à l'époque, il les utilisait, que ce soit contre des gauchers, contre des droitiers. Pendant un moment, il avait été blessé à la cheville justement et au pied, donc il n'a pas pu trop les utiliser. Mhm. Mais les kicks de Benoît, c'est vraiment une de ses armes depuis longtemps. Le fait que ce soit gauche et droitier, comme tu dis, ça ouvre le middle au foie, hein, tout le monde le sait, le Mhm. high kick et le low kick intérieur. C'est des armes qui sont super intéressantes, surtout quand tu veux garder la distance. Et Benoît, il sait très bien les utiliser. Donc, je vois pas pourquoi il les utiliserait pas encore une fois contre Evola. Après, bien sûr, il a plein d'autres atouts, mais c'est vrai que ses kicks sont excellents et que c'est une stratégie qui peut fonctionner contre beaucoup de gauchers droitiers. C'est clair. Et toi, Théo, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Comment tu le vois se dérouler? Bah, moi, je te l'ai un peu dit tout à l'heure, mais du coup, je vois pareil, hein, peut-être c'est notre côté déjà un peu français, mais je vois Mhm. vraiment pas Benoît perdre. Mais moi, je verrais plus un fin de deuxième, début de troisième. Je vois Benoît le fatiguer tout au long du combat, le contrôler contre la cage, l'emmener au sol, et peut-être le toucher, ouais, à plusieurs reprises et finir au sol sur un TKO, sur un arrêt de l'arbitre. Mais je le vois vraiment déjà plus fort que lui. Et je Mhm. pense qu'il est conscient et on peut l'écouter à chaque fois dans ses interviews. Il a un objectif bien précis depuis le début. Et là, on n'a peut-être pas beaucoup parlé de l'enjeu, de tout ce qu'il y avait autour du combat, Mhm. mais c'est encore une étape énorme dans son ascension. On l'a dit, il y a 2 ans, il rentrait à l'UFC. Il y a un an, il faisait les débuts à l'UFC Paris et c'était le premier combattant français à l'UFC Paris. Donc le grand public, on va dire, commençait à peine à le connaître. Là, il y a 2 mois, bah, il s'est fait encore une notoriété encore plus forte. Mhm. Je crois que c'est le troisième français le plus suivi maintenant sur les réseaux.
Mais là, c'est à New York, donc c'est encore autre chose. Et c'est un top 15 à New York. S'il le bat avec une masterclass dans un UFC qui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une belle carte et c'est un événement très important pour Dana et pour l'UFC. Je pense que derrière, ça peut aller très vite vers son chemin vers la gloire qu'il recherche. Mhm. Donc ouais, Vraiment. moi c'est pareil, hein, je vois Benoît dominer Matt Frevola. Frevola, comme tu l'as dit, Mathieu, il a une grosse puissance. Bah, il a notamment mis KO Drew Dober, qui s'est rarement pris des KO. Ouais. C'était plus lui qui mettait des KO. Mais comme je l'ai dit, il manque un peu de précision. Alors qu'un Benoît, j'ai Ouais. l'impression que c'est une version améliorée. Dans le sens où, même quand Benoît il va à la guerre, il touche. Même s'il se fait toucher, il va pas mettre des coups inutiles. On l'a vu bah, notamment contre Bonfim, ses middle, ils étaient excellents. Y a rien à dire par rapport à ça. Même niveau de ses points, je veux dire, il a une énorme puissance et surtout il a une énorme cadence. Il met énormément la pression. Donc moi, je vois un combat, bah, peut-être qu'il va tenter de l'amener au sol. Je sais pas si le game plan c'était ça. Toi, je sais pas, Mathieu, si t'es au courant du game plan ou quoi. Mais, mais Le game plan, c'est ce qui marche. Comme Jojo s'est dit, tout ce qui marche, c'est le game plan. ok. Donc bon, Benoît, il sait tout faire, donc le game plan, c'est tout. Tant que ça fonctionne, ça on fait Ouais, tout. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, après, peut-être qu'il y aura des amenés au sol, mais moi, je vois bien un Benoît Well finir en TKO. Je vois pas un Matt Frevola tomber sur un seul coup de Benoît, sur par exemple un high kick ou quoi, mais je vois un Benoît lui mettre énormément la pression, mettre une énorme cadence et finir un Matt Frevola au sol. Peut-être, je veux pas dire au premier round, je veux pas sous-estimer non plus Matt Frevola, mais ouais, peut-être au début du deuxième round, ouais. Je vois bien finish. J'ai l'impression qu'on est tous d'accord vis-à-vis des pronostics. Ouais, tout le Ouais, monde c'est est. dur de voir autre chose, hein. C'est Mais c'est clair. rare de voir Benoît favori, parce qu'il a toujours été un petit peu justement l'outsider. Ouais. Bon, Mm, pour le coup, c'est lui qui est favori. c'est Ouais, et là, vrai. dans les cotes, il est largement favori. En plus, Ouais. c'est pour voir au niveau des classements, ça doit être assez rare d'avoir quelqu'un en dessous autant favori, parce que dans les cotes, il est vraiment largement favori, mais en même temps, il a tellement impressionné là comme on l'a dit cette année, il a tellement enchaîné et Mm. gagné avec la manière en plus. Ah, il arrête pas, Euh, hein. il n'arrête pas. Forcément, les gens ils se rendent compte que la hype elle est justifiée, quoi. Mhm. Surtout, Ouais, il crée une hype. Parce que là, au début, il n'y avait pas de hype du tout. Là, déjà, la hype ouais, se c'est C'est crée. clair. clair. C'est clair. Moi, je me souviens au début, bah, justement, bah, quand il devait affronter Ismaël Bonfim, on sait que c'est un gros finisher, Ismaël, notamment. Bah, là, il a perdu dernièrement, mais avant d'affronter Benoît, tout le monde voyait Ismaël gagner. Enfin, beaucoup de gens voyaient Ismaël gagner. Et au final, Benoît, il a surpris énormément de monde. Et il a fini Ismaël Bonfim. Ah, bah, nous, on n'était pas du tout surpris, hein. On savait que ça allait se passer comme ça. La preuve, j'ai fait beaucoup d'argent avec ça. Ah, ok. Avec, Ouais, mais après, de votre côté, oui, mais je veux dire, la majorité des gens, tu sais, peut-être à l'international et tout, tu vois. ouais, ils n'avaient pas la vision du camp. Nous, on avait la vision du camp. Ouais, On c'est voyait ça. comment ça se passait. On savait exactement justement les qualités de Bonfim et les défauts de Bonfim. On voyait Benoît à l'entraînement. On s'est dit, bon, bah, là, franchement, ça va être compliqué pour le mec en face, hein. Hmm. Et toi, qu'est-ce que tu penses notamment de l'ascension de Benoît? Parce que tu sais, ça fait un moment quand même que tu le connais et le voir aujourd'hui à ce niveau-là, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est super bien, parce que déjà, en fait, les gens ils s'en rendaient pas compte, mais ils avaient dit un tueur. Ça fait quelques années qu'ils ont un tueur chez eux, hein. Hmm. On a un tueur en France. Le mec, il était au Brave. Il a Ouais. découpé tout le monde au Brave. Au Brave, le champion du Brave, il esquivait, il avait peur de lui. Personne ne voulait affronter. Pendant des mois, ils n'arrivaient pas à trouver d'adversaire parce qu'en fait, Benoît, il tabassait tout le monde. Et ils n'arrivaient plus à trouver de combattants qui voulaient l'affronter. Ça se voit jamais, surtout dans ce genre d'organisation où il n'y a que Hmm. des tueurs en série. Là, les mecs, ils voulaient l'esquiver. Mais pour te dire, Benoît, pour être libéré du Brave, il a dû appeler directement, je crois que c'était le prince du Bahreïn ou quelque chose comme Ouais, ça. j'avais entendu Pour une histoire libérer. comme ça. Ouais. Et, faut que j'aille à l'UFC, est-ce que c'est possible de me libérer? Parce que je peux pas combattre et tout, il n'y a pas de combat ici et tout. Le mec l'a libéré, il a dit ok, c'est bon pour moi. Mais donc Benoît, tout le monde flippait de lui. Et il a fallu en fait qu'il déboîte tout le monde à l'UFC pour que les gens commencent enfin à se rendre compte du bonhomme, quoi. Mais nous, ça fait longtemps qu'on était au courant qu'il allait monter. Hmm. Il avait, il avait toutes les caractéristiques pour ça. Et ça fait énormément plaisir de voir qu'aujourd'hui, il est enfin apprécié à sa juste valeur. Parce que c'est juste ce qu'il méritait en fait. Et pour moi, il a encore aujourd'hui qu'une fraction de ce qu'il mérite. Mhm.
D'ailleurs, comment tu vois le futur de Benoît, toi, à l'UFC? Parce qu'on sait que quand il va rentrer dans le top 10, ça va être très compliqué. Il avait call-out Mateusz Gamrot et... non, c'était pas de Tsaroukian ou Fiziev, je crois. Je crois qu'il Alors, avait call-out il a call-out, c'est ça, de Benoît. Ouais. Dès qu'il arrive à l'UFC, il a demandé à combattre Makhachev, Saroukian, Gamrot. C'est les gens que tout le monde veut esquiver, en fait, tu vois. Ça te montre un peu les couleurs, quoi. C'est Directement, tu vois, le personnage. Et clair. Dos Anjos aussi. Dos Anjos aussi. Ouais, Dos Anjos, Il a c'est dit vrai. que c'est son modèle et que c'est celui qui voudrait affronter en premier. Exactement. Et pour te dire, à un moment, je l'avais entendu ça dans le camp il n'y a pas longtemps, c'était qu'à un moment, il y a Islam qui devait combattre, il y avait son adversaire qui s'est blessé, mais vraiment, quand Benoît venait juste de rentrer à l'UFC, je ne sais plus sur quel combat c'était, mais l'adversaire d'Islam s'était blessé, Ouais. et il savait pas qui mettre en adversaire, et Benoît, qui lui venait juste de rentrer à l'UFC, disait, moi je le prends, moi je le prends, Ah appelle ouais. le manager, moi appelle le matchmaker, moi je le prends tout de suite. Ça montre un petit peu Sacré bonhomme, là, l'envie ouais. qu'a Benoît, le mental du bonhomme, quoi. Mhm. Ouais. Et d'ailleurs, comment tu vois son futur, toi, s'il gagne notamment face à Matt Frevola, tu le vois affronter qui dans cette catégorie? Mais en fait, tu vois, c'est au début, pareil, comme tout le monde, je dis, ouais, Benoît, c'est vrai qu'il a des gros défauts, parfois il a pas de garde, parfois il part trop à la bagarre et tout. Je me dis, ça va être compliqué Mhm. de performer dans le top du top du top. Et en fait, on voit que plus les adversaires sont forts, plus Benoît il le massacre, en fait. Thiago Moises, on l'a jamais vu dans une situation pareille. Ah, On c'est l'a clair. jamais vu autant dominer, même alors qu'il a combattu contre Makhachev. On l'a Mhm. jamais vu autant dominer, autant en difficulté. Le mec, il a abandonné son combat. Au deuxième round, il a abandonné. Il n'en Mhm. pouvait plus. J'ai jamais vu ça. Et pareil contre Bonfim, il était invaincu. Il s'est retrouvé, pas invaincu, pardon, il avait déjà perdu, mais il était sur beaucoup de victoires d'affilée. Il était Mhm. très confiant. Et il s'est rendu compte que, en fait, Benoît, il en avait rien à foutre. Et en fait, plus le niveau il est haut, plus le challenge il est haut, plus Benoît il performe. Donc, franchement, aujourd'hui, Mhm. pour moi, tu peux lui mettre n'importe qui. Il va impressionner les gens. Il va impressionner. Mhm. Tu vois pas une bête noire, toi, dans la catégorie qui pourrait mettre en difficulté Benoît? En réalité, il a des armes pour combattre vraiment tout le monde. Mhm. Après, je pense que le seul truc dont Benoît n'est pas encore à l'abri aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, c'est de se prendre une patate vraiment genre très très Ouais, très 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 lourde comme parce l'islam, quoi. qu'il a avoir le menton trop haut et ne pas avoir le Ouais. temps de récupérer. Tu vois que l'arbitre il arrête. Je vois pas Benoît se faire endormir complètement. Ça peut arriver bien sûr, mais moi je ne le vois pas. Personnellement, je sais pas comment ça peut arriver, mais je le vois se faire toucher durement. Et si jamais il fait pas attention à sa défense, parce que tu as des mecs en fait, tu t'as vraiment très fort. Hein. Tu prends Gadget, Ouais, tu prends Poirier. Si t'en prends une plein fouet d'un de ces deux gars-là, ah, c'est c'est clair. compliqué, tu vois. Même si t'as le menton solide, c'est compliqué. Donc, une fois qu'il aura comblé ce défaut d'avoir le menton haut, honnêtement, je vois très peu de gens qui pourraient résister à Benoît. Et je dis pas ça juste parce que c'est quelqu'un de mon équipe. Je dis ça là en toute neutralité. Vraiment, je pense qu'il peut aller vraiment à la ceinture. Ok, tu le vois aller à la ceinture dans combien de temps, toi? Franchement, aucune idée. Hein. Ça dépendra de son évolution. Ça Ouais, dépend de son évolution, de sa motivation. Mais en tout cas, je le vois y arriver. Et même si tu le mettais contre Makhachev, je pense que il pourrait vraiment être très, 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 très chiant contre Makhachev. Je pense que ok. ça pourrait même être la bête noire de Makhachev. Un mec qui se relève très, très vite au sol, qui est impossible à contrôler, qui avance tout le temps, qui tape. Ah, Mm. c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. C'est dur. En plus, je trouve qu'il a toutes les qualités requises, comme tu le dis, pour affronter un Makhachev. Ouais. Et aussi, ce que je retiens de Benoît, c'est qu'il a la personnalité, tu vois. Et il y a beaucoup de combattants français qui ont su s'imposer, je pense notamment à Tchèque Congo, etc. Mais il n'y avait pas... Enfin, après, c'était à l'époque, mais je veux dire que aujourd'hui, il y a une grosse hype derrière Benoît Saint-Denis. Il a fédéré tout un peuple quoi, derrière lui. Et il a un personnage, tu vois. Après, Il je a sais, quelque pour chose. revenir à Tchéco, je ne sais même pas si lui se considère français. Hein. Je crois avoir vu sur Instagram qu'il se considérait comme Congolais né en France. Donc, je ne sais pas Ah, s'il se Tchèque considère Congo? comme français. Ouais. De ce que Ok. j'avais vu sur Instagram. Donc, je ne sais pas s'il se considère comme français ou quoi. D'accord, ok. Ah, ça, je savais pas, Mais tu vois. je ne sais pas. Hein. Moi, ce que j'ai vu sur son Instagram. Ok, ah, c'est spécial. Ok. Pourtant, il a Parce que comme représenté dit, la France tu vois, pendant toutes ces années, hein. tu voyais Ouais. français né en Allemagne, tu vois, et que tu Ah ouais. c'est bizarre. Ouais, bizarre de fou. Bon, bah, Du coup, fini la question parce que je t'avais coupé avec ça, pardon. non, je disais juste que Benoît, tu vois, il avait ce quelque chose en plus, tu vois, il avait un personnage qui permettait En de fait, fédérer tout un peuple. il incarne un peu la vieille France, entre guillemets, tu C'est vois, ça, c'est à ça. l'ancienne, les valeurs traditionnelles, la religion, c'est des Mm, choses que tu vois plus trop. Tu vois, l'honneur, la discipline, c'est des choses qui sont un petit peu oubliées dans la société d'aujourd'hui. Et Benoît, en fait, il est l'incarnation de tout ça. mhm. Donc, ça fait plaisir et ça motive beaucoup de gens qui pensaient que tout ça avait disparu.
C'est clair. Ouais, puis dans la cage, il régale aussi, et je pense que c'est ça qui peut Exactement. le faire monter assez vite. Comme j'ai dit déjà en France, on l'a vu combattre deux fois Fight of the Night, donc déjà il s'est fait sa Va vite, hein. réputation tout seul, ça va vite. Et là, pour moi, s'il gagne en plus avec la manière à New York, ça peut aller très vite derrière. Hein, lui Ouais. voudra recombattre assez vite, je pense. Et après, recombattre sûrement à Paris en septembre. Donc, si là, il enchaîne deux top 10 après avoir battu Frévola, Ah, bah, pourquoi pas lui filer un title shot directement, hein. ça peut aller très très vite. Après, ouais, il aura encore quelques grosses têtes à taper. Ouais, Et de toute façon, on l'a vu, hein, c'est une catégorie qui est très très difficile. Il y aura quelques Ah, mecs très très forts à pour taper. moi, c'est la plus dure Et catégorie. Hein. c'est la plus dure aussi pour moi. Ouais. voilà, c'est la plus dure. Donc, et Mm. tous les noms qu'il va prendre à partir de maintenant, ce sera des gros noms, des mecs dangereux. Donc, Mm. je suis pressé de voir comment Benoît Ouais, c'est il clair. va Hein. performer contre les gars. Ah, on est tous pressés. Toi, t'aurais pu le suivre à New York, Mathieu, ou pas? Ah, mais c'est cher les filles. Hein. J'ai pas les mêmes primes que Benoît. Hein. Non, c'est Non, clair, non. c'est clair. Mais l'accompagner à New York ou quoi pour son combat? Ouais, carrément. Bah, de toute façon, ça fait quelques temps que je devais aller dans un de ces coins à l'étranger. Ouais. Je crois que Benoît, lui, il a fait quasiment tous mes coins, quasiment, bah, si ce n'est tous mes coins. Donc, moi, ce serait un plaisir pour une fois, si ça pourrait être inversé, de lui apporter un petit peu de force et lui apporter un peu de soutien. Mhm. Quand il était à l'UFC Paris, j'ai pas pu faire son coin, mais j'ai pu faire son cutting, j'ai pu l'aider et tout ça. C'était déjà, ça fait plaisir d'être investi et de pouvoir donner un petit peu de soi pour aider la personne. Mhm. Maintenant, il a un coin qui est très qualifié. Il aura Forcément. Daniel, Mhm. et on ne peut plus mieux qualifier. Il aura Chris Avocat, qui est son coach de sol depuis Mhm. longtemps. Et il aura son frère. Donc c'est Ok. parfait. Il a de la famille. Mhm. Il a un coach technique avec Chris et il a le head coach, le boss avec Daniel. Donc franchement, il est très très bien. Il est très très bien loti. Son coin il est très bien. Donc pas de souci. Tant que Benoît est bien entouré, moi je m'en fous. C'est clair. Bah, j'ai une dernière question pour toi, Mathieu. Pourrais-tu nous parler brièvement de ton actualité en ce moment? Alors pour mon actualité, en fait déjà je devais combattre pour la ceinture de l'Hexagone en septembre. Malheureusement je m'étais blessé pour remettre un peu dans le contexte ce qui s'était passé. Parce que moi j'aurais déjà dû combattre pour la ceinture. Donc la ceinture était donnée à quelqu'un d'autre. Et là, j'arrête pas de demander à Hexagone pour faire combattre le plus vite possible pour que je récupère la ceinture, parce que là, c'est bon, maintenant, je suis réparé, je peux m'entraîner et tout, je commence à me remettre en forme et à être opérationnel. Et normalement, moi, j'ai demandé à ce que ce soit le plus vite possible, et on m'a dit que ce sera en février. En février à Dijon. Ok. Donc, j'attends impatiemment cette date pour récupérer la ceinture. Et puis voilà. Hein. Après, sinon, comment dire, s'il y a des combats à l'étranger, quoi, entre deux, pourquoi pas, mais pour l'instant, je suis Ouais. focus sur la ceinture. Toi, c'est quoi tes objectifs? C'est de revenir au Bellator ou de signer dans d'autres orgas suite à... Bah, si tu gagnes la ceinture, bien évidemment, à l'Hexagone. Non, pour l'instant, c'est juste des objectifs de mercenariat pur. Ça veut dire, en gros, combattre pour celui qui paye le mieux, qui a les meilleures Ok, je opportunités vois. pour moi. Mhm. C'est vraiment du mercenariat. Hein. Mais, après, une fois que j'aurai un profil intéressant, soit continuer avec Hexagone, parce que c'est une organisation qui grandit. Et ensuite, dès que c'est possible, c'est d'avoir accès à une grosse organisation, Bellator, PFL, Ou NFC. UFC, je m'en fiche. Mais bon, après, ça, c'est vraiment lointain. J'aime bien me concentrer sur des équipes vraiment les plus proches. Donc, pour moi, la seule chose dans la tête, c'est juste combattre le février et taper les gars pour la ceinture. Quoi. Ça marche. Bah, on te le souhaite en tout cas, Mathieu. Ah, merci Ouais, beaucoup. je le souhaite. Ouais. Bah, merci à toi, Mathieu. Je sais Ah, pas c'est si Théo, t'as quelque chose à rajouter ou si Mathieu, t'as quelque chose à rajouter. Non, Non, moi, merci à. Ah, excuse-moi. Merci à toi, Mathieu. Et on a hâte de te revoir combattre toi aussi. On a hâte de voir Benoît combattre ce samedi. Mhm. Et nous, on se retrouvera du coup pour débriefer ce combat avec, on l'espère, une belle victoire de Benoît. Nickel, parfait. Bah, merci beaucoup pour votre accueil, les gars. Bah, merci à toi, Mathieu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et également vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres podcasts, d'autres documentaires sur le parcours.